messieurs, chers publics, bonjour à tous. Je me tiens ici afin de partager avec vous mon opinion sur la question suivante. La femme est-elle l'égale de l'homme? Mais qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce qu'être égal? Qui est de même quantité, dimension, nature ou valeur, me propose le dictionnaire. Soit en d'autres mots, qui est identique. Biologiquement, la femme n'est pas considérée comme égale à l'homme, dans le sens où elle ne lui ressemble pas comme de gouttes d'eau. Comme le disait si bien Rousseau, en ce qu'ils ont de commun, les deux sexes sont égaux. En ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Je ne vais cependant pas tergiverser sur cet irréfutable aspect scientifique, mais plutôt m'intéresser à la seconde définition que j'ai trouvée, et qui est la suivante. Qualifions d'égal ce qui est sur le même rang, qui a les mêmes droits, qui accorde autant de chances à chacun, qui met sur un pied d'égalité. Cette dernière aborde donc l'aspect sociétal de la question. Cet aspect sociétal qui nous touche, vous et moi, chaque jour. Je propose ainsi de l'étayer par quelques faits, quelques statistiques qui ne peuvent être controversées. À temps plein, dans le secteur privé, les femmes sont payées en moyenne 19% de moins que les hommes, et les écarts les plus amples concernent les postes de cadre. Et là, vous vous dites, encore une qui va nous saouler avec les différences de salaire. Eh bien oui, car elles existent et ne peuvent être ignorées. Ajoutons d'ailleurs que la plupart des postes à responsabilité, qui sont donc les plus rémunérés, sont confiés aux hommes. Mais où sont donc toutes ces filles qui réussissaient mieux que les garçons à l'école? À côté de cela, pour 100 sièges occupés à l'Assemblée nationale en 2013, seulement 27 l'étaient par des femmes. Le monde de la politique nous est tellement fermé qu'il faut aller jusqu'à l'instauration de quotas pour avoir notre chance. Quant à ceux qui se posent des questions sur la répartition des tâches domestiques, eh bien, les femmes y consacrent en moyenne 12 heures de plus par semaine que les hommes. Et j'évoque ici uniquement la situation de la France. Pensez à ces Chinoises qui ne verront jamais le jour suite à un avortement sélectif. Pensez à ces Africaines qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Pensez à ces Saoudiennes qui ont obtenu le droit de voyager seules au cours de l'année dernière et qui ne sont pas autorisées à conduire. Mais passons, avant que ne fussent des blagues déplacées sur les femmes au volant. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, nous énonce l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais qu'en est-il des femmes? Il semblerait couler de source qu'elles soient incluses, mais il n'en était apparemment pas le cas. Sinon, comment expliquez-vous que l'Inde de Gouges ait été guillotinée après la parution de sa Déclaration de la femme et de la citoyenne de 1791, proclamant que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit? Comment justifiez-vous que les femmes n'aient été conviées à voter qu'à partir de 1944, alors que le suffrage se vantait d'être universel depuis 1848? Il apparaît de plus en plus clairement que le progrès vient, apportant avec lui une ribambelle de droits réservés aux hommes, hommes avec un H minuscule, excluant les femmes de toutes ces festivités. Cela pourrait nous amener à croire que ces inégalités sont naturelles, car elles ne datent pas d'hier. En effet, nous les retrouvons notamment férocement enracinées dans la culture grecque antique, où la femme n'était rien de plus que la possession de son père, de son mari ou de son frère. Mais pourquoi le statut de la femme diffère donc de celui de l'homme? Peut-être de par cette différence biologique évoquée tout à l'heure. Ces inégalités sont le fruit d'une société où, une fois que deux individus différents sont apparus, l'un s'est placé hiérarchiquement au-dessus de l'autre, conférant aux femmes un rôle secondaire et passif. C'est dans cette optique qu'écrivait Simone de Beauvoir, il faudra que la femme se coule dans un monde qui la vouait à la passivité. L'histoire nous a pourtant démontré que les femmes sont capables de remporter des prix Nobel, de se rendre dans l'espace et de se faire une place de taille dans le monde extrêmement masculin de la politique. Je pense à Marie Curie, à Anne Fisher, à Simone Weil. Beaucoup demandent pourquoi nous nous plaignons tant. Certains ont une existence bien plus horrible que la nôtre, et il ne faut pas renier les progrès qu'a accomplis notre société en termes d'égalité. Cependant, il ne faut pas non plus croire que cette dernière est atteinte. L'égalité vient pas à pas, mais elle reste incomplète, et ce n'est pas en restant les bras croisés que les choses évolueront, que les statistiques que je vous ai énoncées tout à l'heure seront bousculées. L'égalité s'acquiert à coups de lutte, de chartes, de lois. Cette égalité, il a fallu que des êtres humains se lèvent pour la conquérir, à travers des combats qui ont pu être violents, comme celui des suffragettes pour décrocher le droit de vote, ou encore celui plus pacifique de Malala pour que les filles puissent se rendre à l'école. Encore aujourd'hui, les luttes dont nous nous devons d'être les acteurs perdurent, car elles sont nécessaires. Et c'est pour cela que je terminerai en citant une nouvelle fois Simone de Beauvoir, car ses convictions d'il y a maintenant 67 ans n'ont pas perdu de leur vérité. La femme libre est seulement en train de naître.
Merci à tous.